Un atterrissage de routine Mesdames et messieurs, nous commençons notre approche. T'es en forme? se transforme en combat contre la mort. Tu vas tout perdre d'un coup. Ça y est. L'avion de ligne tombe mystérieusement vers le sol en direction d'une route fréquentée. Pousse-la! Pousse-la à fond! Tournez! Cramponnez-vous! Il va s'écraser! Une force mystérieuse a fait tomber un avion et tué 137 personnes. Mais dans les débris se cache la preuve qui va permettre d'éviter qu'un tel drame se reproduise. « 2 août 1985. Dallas, au Texas. Il fait très chaud ce jour-là, même par rapport aux normales saisonnières texanes. À demain. La température avoisine les 38 degrés. Il va pleuvoir. Ça va nous rafraîchir un peu. En fin d'après-midi, William Maybury rentre chez lui après son travail. La chaleur et l'humidité ont des conséquences sur le trafic aérien à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, alias DFW. S'étendant sur une centaine de kilomètres carrés, DFW est le plus grand aéroport du monde et un de ceux où le trafic est le plus important. Dans l'après-midi, la chaleur a provoqué des orages au-dessus de l'aéroport, qui ont conduit à des retards dans le planning des décollages. American 631 autorisé à décoller. Le contrôleur aérien Gene Skipworth est dans la tour. Il y travaille depuis 14 ans. À ses côtés se trouve son collègue Mike Porter. Gene Skipworth ne demandait pas qu'on l'aide. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire, si ce n'est qu'on se mettait à avoir pas mal de travail et que les avions commençaient à s'entasser. Parmi les nombreux avions qui se dirigent vers la zone contrôlée par Gene Skipworth, se trouve le vol Delta Airlines 191. Nuage épars à 6000, épars à 1000, visibilité 1-0, température 38 degrés, vent calme. 38 degrés? 38 degrés, oui, commandant. Le commandant Ed Connors et l'officier pilote de ligne l'OPL Rudy Price comptent parmi les pilotes les plus chevronnés de la compagnie. L'officier mécanicien Nick Nassick complète l'équipage. Les trois hommes sont aux commandes d'un L-1011 TriStar de 6 ans. À l'époque, cet avion est l'un des plus sûrs au monde. À bord, il y a 152 passagers et 11 membres d'équipage. L'atterrissage à Dallas est prévu un peu avant 18 h. Bonjour mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. J'espère que votre vol se déroule bien. Comme il y a quelques bouchons à Dallas, nous devrions avoir 10 à 15 minutes de retard. Nous sommes à votre service pour vous rendre ce vol plus agréable. Ce retard n'est pas du goût de Chris Meyer, qui se déplace souvent pour affaires et qui a hâte de retrouver sa famille pour le week-end. J'avais passé les 15 derniers jours en Floride, à Fort Lauderdale. On était vendredi après-midi et je rentrais chez moi par le vol 191. Un des responsables d'IBM voyage aussi à bord. Don Estridge a participé au développement du PC d'IBM. Avec sa femme, il se rend à Dallas pour raisons familiales. « 963, tournez à droite au 260. Entre la Floride et le Texas, Delta 191 passe entre les mains de plusieurs contrôleurs aériens.
Au cours d'un vol, chaque avion est pris en charge par plusieurs centres de contrôle régionaux qui lui indiquent une vitesse et une altitude à respecter. « 191, descendez et maintenez à 10 000. Suivez le radial 010 de Blue Ridge en approche. La voie est libre. » Mais le commandant Connors n'apprécie guère la route qu'on lui impose, car elle passe à travers une cellule orageuse dans laquelle il n'a aucune envie de s'engager. Je vois une cellule orageuse au 255. Elle est de bonne taille et j'aimerais ne pas la traverser, mais plutôt la contourner. J'ai déjà fait passer une soixantaine d'avions dans cette zone de 10 à 12 nautiques de large et tout s'est bien passé. Je vois une cellule orageuse en ce moment au 240. Si vous ne voulez pas passer par Blue Ridge, suivez le radial 010. Radial 010, ça nous convient. Le commandant Connors a obtenu gain de cause et reçu l'autorisation de contourner l'orage. Une fois de l'autre côté, il s'alignera pour atterrir sur la piste 17 gauche. Je suis content qu'on n'ait pas passé à travers. Le vendredi après-midi est toujours très chargé dans les aéroports. Et ce jour-là, la pluie complique encore le travail. 239, réduisez votre altitude. Pour les contrôleurs, la première chose à faire consiste à maintenir les avions qui approchent d'un aéroport à une distance de sécurité suffisante. Il faut qu'ils soient au moins à 4500 mètres les uns des autres. Cette distance permet en effet d'attendre assez longtemps pour que les turbulences provoquées par un avion se dissipent avant l'arrivée du suivant. Pour le moment, Connors et Price sont trop près de l'appareil qui les précède, un avion d'affaires Learjet. Delta 191, virez à gauche de 10 degrés, réduisez votre vitesse à 180. Pour accroître la distance entre les deux avions, le contrôleur demande au vol 191 de ralentir à 180 nœuds, soit 335 km/h. Bien reçu. Volet à 10 degrés. Vous écoutez Dallas 105 FM, l'après-midi est humide. Sur la nationale 114 qui le conduit chez lui, William Maybury va bientôt dépasser DFW. Le vol 191 n'est plus qu'à 50 km de l'entrée de la piste. Mesdames et messieurs, nous commençons notre approche vers DFW. Merci de relever votre tablette et d'attacher votre ceinture. L'équipage entame l'approche finale. Appel à tous les avions, il pleut légèrement au nord de l'aéroport. Connors change de fréquence radio et contacte un contrôleur d'aérodrome de DFW pour recevoir ses instructions d'approche. Mais au moment où l'équipage du vol 191 se prépare à se poser, un phénomène redoutable commence à se former sur son passage. Certaines décisions, ajoutées à la non-réception de renseignements transmis par le contrôle aérien, vont se liguer contre les pilotes. Ils vont engager une lutte de 47 secondes qui va devenir un des moments les plus importants de l'histoire de l'aviation moderne. Pour le moment, tout se déroule comme prévu, si ce n'est que devant l'équipage, les nuages commencent à s'accumuler et à s'assombrir. L'avion n'est plus qu'à 30 km de l'aéroport de Dallas-Fort Worth quand Rudy Price repère la pluie qui les attend. On va avoir droit à un nettoyage. Quoi? On va avoir droit à un nettoyage. Apparemment, plus on s'approchait de l'aéroport de Dallas, plus le temps se dégradait. Mais on s'est enfoncé dans la pluie au lieu de la contourner. Et les pilotes n'ont rien dit quant au mauvais temps. Le vol Delta 191 se rapproche toujours du Learjet qui le précède. Price et Connors doivent encore ralentir pour agrandir la distance séparant les deux avions. Delta 191, réduisez à 150. Vitesse à 150.
À 9 km de la piste 17 gauche, Delta 191 passe entre les mains d'un nouveau contrôleur, Gene Skipworth, pour l'approche finale et l'atterrissage. Tour, Delta 191. Il pleut, c'est chouette. Gene Skipworth prévient l'équipage qu'il doit s'attendre à un léger vent traversier de 15 nœuds, environ 28 km/h. Vent du 090, 5 nœuds, rafale à 15. Merci. L'OPL sera aux commandes pour l'atterrissage. Pilote et copilote échangent souvent leur rôle en vol. Tandis que le vol 191 s'approche pour atterrir, William Maybury circule juste au nord de l'aéroport. Il est noyé dans le même orage que Price et Connors commencent à traverser. Vérification atterrissage. Train d'atterrissage. 3 trains sortis. Volet et bec. Volet et bec déployé. L'équipage découvre alors qu'il va traverser plus qu'une simple averse. Il y a eu un éclair. Quoi? Il y a eu un éclair. Où? Droit devant. 1000 pieds. Je les appelle. D'accord. On n'a reçu aucun appel concernant du mauvais temps, ni de la météo, ni d'autres pilotes auxquels on se fiait parce qu'ils traversaient cette zone. Et habituellement, ils nous signalaient systématiquement les turbulences, les problèmes ou quoi que ce soit d'anormal lors de l'approche finale. Le Learjet qui précède le vol 191 se pose sans difficulté. Connors et Price sont à moins d'1 minute derrière lui. Sans prévenir, la violence de l'orage redouble. Le L-1011 vole sous une pluie battante. Je savais qu'on se préparait à atterrir, mais on sentait une poussée, comme si les pilotes avaient remis les gaz. La vitesse R de l'appareil augmente sans raison apparente. Attention à la vitesse. Price tire la manette des gaz en arrière pour ralentir le L-1011 et le maintenir à la vitesse demandée de 150 nœuds, soit environ 280 km/h. L'avion n'est plus qu'à 180 mètres du sol. Tu vas tout perdre d'un coup. Ça y est. L'avion descend très vite. Comme si une force invisible le poussait vers le sol. Pousse-la. Pousse-la à fond. À fond. À fond? Oui. L'équipage met les gaz au maximum, mais sans parvenir à regagner de la vitesse ou de l'altitude. J'ai serré ma ceinture de sécurité au maximum. On aurait entendu une mouche voler car personne ne parlait. Un vrai silence de mort. Aussi vite qu'elle a commencé, la crise s'arrête. Du moins, en apparence. L'avion cesse de descendre et il commence même à reprendre un peu de vitesse. C'est bon. Mais presque tout de suite après, l'appareil recommence à chuter, cette fois en basculant violemment d'un côté sur l'autre. Puis, il s'incline fortement sur la droite. Je savais qu'on ne devait pas arriver aussi près du sol aussitôt. Tiens bon. À environ 2 km de la piste, l'avion s'abat dans un champ et creuse un sillon en direction de la nationale 114. Quand on a frappé le sol, on a eu l'impression d'être dans une voiture qui roulait avec des roues de train. Ça cahotait beaucoup. L'équipage réussit pourtant à redécoller. Et c'est à ce moment-là que Gene Skipworth repère le vol 191. Il va s'écraser. Tournez! Mais il est trop tard. Un des moteurs de l'avion a percuté la voiture de William Maybury sur la nationale 114. Le jeune homme a été tué sur le coup. L'avion frappe à nouveau le sol au nord de la piste à plus de 350 km/h.
J'ai dû le voir à la toute dernière seconde. Il a percuté les réservoirs et il y a eu, pas une boule, mais un mur de feu. On a l'impression que ça ne dure que quelques secondes, 5, pas plus. Mais en fait, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Puis tout s'est arrêté. L'explosion qui suit est si violente qu'elle fait reculer le tronçon arrière de l'avion loin de l'incendie. On lève le nez et on ne voit plus rien. Tout a disparu. On voit dehors parce que l'avion s'est ouvert en deux. Chose étonnante, la queue et les 10 dernières rangées de sièges ont été préservées. Les gens avaient été projetés au sol. Certains avec leurs vêtements, d'autres sans. Certains étaient brûlés. C'est indescriptible. Il faut l'avoir vu. C'est impossible de se sortir ce genre de souvenir de la tête. À l'aide! Par ici! Tenez bon. Puis, aussi vite qu'elle s'est mise à tomber, la pluie s'arrête. Les pompiers interviennent moins d'1 minute après l'accident. En arrivant sur les lieux, j'ai vraiment cru que personne n'avait survécu, car tout était dévasté. Je m'étais arrêté à hauteur d'un morceau d'aile, là où se trouve le réservoir. Il y avait donc beaucoup de carburant et de flammes. L'avant de l'avion s'est littéralement désintégré. Il fallait que j'y aille. À l'époque, j'étais le correspondant local de Time, un magazine pour lequel je travaillais à temps partiel. J'ai appelé le centre d'Atlanta, responsable de cette partie du pays, et on ne m'a dit qu'un mot. Fonce. En quelques minutes, les pompiers circonscrivent le sinistre. Ensuite, ils commencent à extraire les survivants de l'épave. Une fois que les flammes ont commencé à refluer, j'ai pu distinguer la queue où on espérait que certains passagers avaient survécu. 2 femmes marchaient au milieu de la fumée. « Mesdames, éloignez-vous! Dégagez la zone !» J'ai été surpris, mais j'ai su qu'il y avait un espoir de trouver des survivants. Mais ils ne sont que 27 à s'en être sortis. J'avais déjà vu la mort quand j'étais dans les services médicaux au Vietnam, mais elle n'avait jamais touché des civils, et certainement pas avec une telle ampleur et une telle rapidité. Je réalisais à quel point c'était grave. On voyait et on sentait la mort. On a fait tout ce qu'on a pu, et on était content qu'il y ait quelques survivants. Normalement, j'aurais dû être dans le siège 15A, mais ça n'avait pas été possible car il était en non-fumeur. Or, je fumais et il fallait que je sois à l'arrière. Ça m'a sûrement sauvé la vie. Le commandant Connors, l'OPL Rudy Price et le mécanicien navigant Nick Nassik ont trouvé la mort, tout comme 5 autres membres d'équipage et 128 passagers. Don Estridge et sa femme font partie des victimes. Dans la tour, le silence a régné pendant 1 ou 2 minutes, hormis une communication radio occasionnelle. Tout était silencieux. On était assis, abasourdis. On aurait aimé pouvoir revenir en arrière.
C'est un accident terrible. Les enquêteurs du NTSB, l'équivalent américain du Bureau d'enquête et d'analyse, arrivent à DFW bien déterminés à trouver la cause de l'accident. Un de nos enquêteurs a essayé de retrouver l'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique. C'est une des étapes vraiment cruciales d'une enquête. Les enquêteurs commencent par chercher les traces d'un ennui mécanique. Ils examinent l'épave en quête d'indices qui indiqueraient que l'avion ne répondait plus aux ordres du pilote. Il est essentiel, lors de n'importe quel accident, au moment du décollage ou de l'approche, de déterminer le fonctionnement de l'appareil et de s'assurer que ça n'était pas un facteur de l'accident. Mais tout était normal sur cet avion. Les enquêteurs s'intéressent alors aux conditions extérieures, c'est-à-dire à la météorologie. Après un accident en aviation civile, il y a toujours une abondance de théories. Quelques-unes prévalaient ce soir-là. La première, c'était que l'avion avait été frappé par la foudre. La seconde, qu'il avait été frappé par une mini-tornade. Il y a eu un éclair. Où? Droit devant. 15 témoins, à commencer par des membres d'équipage, disent avoir vu des éclairs au moment où le vol 191 descendait vers la piste. Les enquêteurs doivent donc envisager la possibilité que le L-1011 a été foudroyé. La foudre est toujours un élément sur lequel il faut enquêter pour déterminer si, oui ou non, elle a provoqué un mauvais fonctionnement de l'appareil. En 1963, un Boeing 707 avait été frappé par la foudre. Elle avait mis le feu au carburéacteur dans les réservoirs de l'avion qui s'était écrasé, tuant 81 personnes. Depuis, il y avait eu quelques accidents similaires. Des débris importants du vol 191 sont envoyés au laboratoire du NTSB à Washington. Bud Lennor est chargé de leur examen ainsi que de celui de l'enregistreur phonique. Parfois, il est très difficile de savoir où l'avion a été touché, s'il l'a bien été, et où se trouve le point de sortie. Il y a eu un éclair. Où? Droit devant. Si l'avion a été frappé par la foudre, ça aura laissé des traces. Un appareil, appelé déperditeur de potentiel, est fixé au bord de fuite des ailes. Il redirige l'électricité statique dans l'air ambiant, donc hors de l'avion, pour éviter que la décharge ne provoque un incendie. Si le L-1011 a été touché par la foudre, le déperditeur aura été endommagé de façon reconnaissable. Il n'y a rien. Une fois cette hypothèse rejetée, les enquêteurs doivent chercher ailleurs. Mais où? Et quel est le coupable? Les enquêteurs doivent repartir de zéro. Pour quelle raison le vol 191 s'est-il écrasé à l'atterrissage? Pourquoi 137 personnes sont-elles mortes? Les enquêteurs sont convaincus qu'il ne s'agissait ni d'un problème mécanique, ni d'un problème lié à la foudre. Il n'y a rien. Bud Lennor s'intéresse alors à l'avion qui a précédé le vol 191, le Learjet. Il découvre qu'il ne se trouvait qu'une minute devant le L-1011 et qu'il a traversé le même orage. À moins de 5 nautiques de l'extrémité de la piste, on est entré dans ce qu'on a pris pour une petite averse, mais qui était en fait la précipitation la plus forte que j'ai jamais vue. Malgré tout, Rufus Lewis parvient à se poser sur la piste 17 gauche.
En sortant des nuages, on volait haut et vite. Donc on a dû utiliser toute la longueur de la piste. On s'est posé et on s'est arrêté vraiment en bout de piste. Dans ce cas, pourquoi le L1011, beaucoup plus gros, n'a-t-il pas pu se poser quelques instants plus tard? Delta 191 réduisez à 150. Pour mettre de la distance entre le vol 191 et le Learjet, le contrôleur a demandé à plusieurs reprises à Rudy Price de ralentir. Et quand Bud Lennor relève la vitesse du plus gros des deux avions, 150 nœuds? il découvre qu'il allait se poser à 150 nœuds. Delta 191 réduisez à 150. Les enquêteurs envisagent alors la possibilité que l'avion volait trop lentement pour atterrir en toute sécurité. Si un avion manque d'énergie, il n'a rien pour compenser en cas de problème. Donc bien souvent, dans une situation difficile, les pilotes rajoutent une dizaine de nœuds pour avoir une marge de sécurité. Les équipages n'ont pas à suivre à la lettre les indications de vitesse données par le contrôle aérien s'ils jugent qu'elles ne sont pas sûres. Mais Rudy Price a bien réduit sa vitesse. Et il connaissait son avion sur le bout des doigts, puisqu'il avait participé à la rédaction d'un nouveau manuel de l'équipage. Si le commandant avait décidé que 150 nœuds c'était trop lent, il aurait prévenu le contrôle aérien et il n'aurait pas obéi. En interrogeant l'avionneur et d'autres pilotes de L1011, Bud Lennor parvient à la conclusion que ni les contrôleurs aériens, ni l'OPL Rudy Price n'ont commis la moindre erreur au sujet de la vitesse. Delta 191 réduisez à 150. Cet avion aurait donc dû atterrir à 150 nœuds. Vitesse à 150. Bud Lennor n'a toujours aucune idée de ce qui a provoqué le crash du vol 191. Mais il va trouver un indice capital dans l'enregistreur de paramètres. Cette célèbre boîte noire enregistre la moindre action exercée par les pilotes sur les commandes. Mais elle enregistre également des paramètres extérieurs comme la température, la vitesse du vent, l'altitude et la pression atmosphérique. Quel que soit le problème auquel Price et Connors ont été confrontés, il y a des chances qu'il ait laissé une trace dans l'enregistreur. L'enregistreur nous a fourni plusieurs paramètres que nous n'avions pas encore. La puissance du moteur, l'accélération longitudinale, et ces données nous ont véritablement permis de procéder à une analyse plus en profondeur. L'enregistrement de paramètres a consigné une succession de changements de vent. Il y a eu un courant rabattant. En quelques secondes, l'avion a été balayé par des vents venant de devant, puis de dessus et enfin de derrière. Vous y êtes. Pour Bud Lennor, cet enchaînement n'a qu'une explication possible, une micro-rafale. Il s'agit d'un courant d'air violent qui tombe d'un nuage d'orage. En 1985, rares étaient ceux à en savoir autant au sujet de la confrontation avion-micro-rafale que John McCarthy. Si vous vous mettez devant votre évier de cuisine, que vous ouvrez le robinet et que l'eau tombe en giclant dans toutes les directions, vous avez une idée de ce qu'est une micro-rafale. Si vous êtes dans un avion, c'est une très mauvaise nouvelle, surtout si vous devez voler à travers et à basse altitude. L'avion affronte d'abord un vent de boue violent qui le fait remonter, puis un courant rabattant qui le projette vers le sol, et pour terminer, l'effet le plus redoutable, un vent arrière. L'avion perd de la portance, il descend rapidement en direction du sol, et il risque vraiment de s'écraser. Les ailes d'un avion ont besoin d'un écoulement d'air régulier pour assurer une bonne portance. En perturbant cet écoulement, le vent arrière réduit la portance. Et il n'y a pas de meilleure recette pour une micro-rafale que les conditions qui régnaient à DFW le jour du drame. Il avait fait très chaud toute la journée et l'air chaud monte. Lorsqu'il rencontre l'air froid et humide d'un nuage d'orage, il se refroidit instantanément et redescend violemment. C'est la micro-rafale. C'est un événement minuscule sur le plan météorologique, comparé à un orage, une tempête de neige ou un ouragan. C'est gros comme une tête d'épingle.
À sa taille maximale, la micro-rafale ne mesure guère plus de 3 km de large et ne dure pas plus d'une quinzaine de minutes. Donc, compte tenu de ces critères, c'est un événement minuscule. Et la probabilité de le rencontrer est faible. Mais même si le risque est faible, il arrive que les avions traversent des micro-rafales. En 1975, un vol d'Eastern Airlines atterrissant à New York en a traversé une. Le phénomène a projeté l'avion vers le sol, tuant 113 personnes. En 1982, ce sont 183 personnes qui se trouvaient à bord d'un 727 de la Pan Am partant de la Nouvelle-Orléans qui en ont été victimes. Il est clair désormais que les 136 personnes à bord du vol 191 sont les dernières victimes en date de la micro-rafale. Les enquêteurs tiennent donc leurs coupables. Incroyable. Grâce à l'enregistreur de nouvelle génération du vol 191, ils ont même une idée très précise de ce qui s'est passé. Le tueur a été enregistré. Mais ce que l'enregistreur de paramètres n'explique pas, c'est pourquoi des pilotes aussi chevronnés ont été victimes d'un phénomène qu'ils avaient tous été entraînés à gérer. Quand Bud Lennor compare les faits et gestes de ces hommes par rapport au comportement de la micro-rafale, Attention à ta vitesse. il découvre les détails d'une lutte à mort. Une lutte que les pilotes ont bien failli gagner. Tu vas tout perdre d'un coup. Ça y est. Il savait vers quoi il se dirigeait. Attention à ta vitesse. L'augmentation de la vitesse air incite d'abord Rudy Price à réduire les gaz. Alors qu'il va avoir besoin de puissance quelques secondes plus tard. Tu vas tout perdre d'un coup. Ça y est. Quand Price et Connors se retrouvent pris dans le courant rabattant, ils sont à moins de 250 mètres au-dessus du sol. Le commandant connaissait les caractéristiques d'une micro-rafale. On lui avait évidemment donné un aperçu des caractéristiques du cisaillement de vent et de la micro-rafale pendant sa formation. Quand Connors et Price subissent les effets du vent arrière de la micro-rafale, ils ne peuvent pas faire grand-chose, car ils manquent de vitesse et d'altitude pour effectuer la moindre manœuvre. Si un pilote est touché par un vent arrière violent à 3000 mètres d'altitude, il peut plonger pour reprendre de la vitesse et retrouver de la portance. On dit qu'il compense. Mais cette manœuvre, Rudy Price et Ed Connors n'étaient pas en mesure de l'effectuer, car ils n'étaient plus qu'à 150 mètres au-dessus du sol au moment où ils ont été touchés par le vent arrière. Et le seul moyen pour regagner de la vitesse, c'était de remettre les gaz. Le copilote réagit et l'avion se stabilise. Je pense que la plupart des pilotes se diraient qu'ils s'en sont sortis et qu'ils vont attendre qu'il arrête de pleuvoir pour se poser. Et effectivement, leur manœuvre semble avoir l'effet recherché. La vitesse air augmente et le plongeon s'arrête. Mais l'avion étant à moins de 150 mètres du sol, la micro-rafale va tout de même le précipiter à terre. Un vent traversier violent force l'avion à rouler sur sa droite. Ajouté aux autres bourrasques dues à la micro-rafale, il porte le coup de grâce au pilote qui se retrouve alors sans défense. Toga signifie décollage et remise des gaz. Pour un pilote, à ce moment d'un vol comme celui-ci, ça veut dire qu'il faut abandonner l'approche, c'est-à-dire renoncer à atterrir, pour essayer de sortir l'avion des conditions de vent dans lesquelles il se trouve. Mais le savoir-faire et l'expérience des pilotes n'ont pas suffi. Cette micro-rafale était trop violente. Et ces vents trop puissants et trop imprévisibles. La lutte n'a duré que 47 secondes. Les pilotes du vol 191 ont fait de leur mieux pour se dépêtrer de cette situation, mais sans succès. Mais une question laisse les enquêteurs perplexes. Pourquoi Ed Connors a-t-il décidé de traverser l'orage? Avant 1985, les radars embarqués étaient conçus pour repérer les orages, les zones où les précipitations étaient fortes. Mais ils n'étaient pas conçus pour détecter les micro-rafales. En clair, ils étaient incapables de repérer ce phénomène à basse altitude. Les micro-rafales sont invisibles, mais elles jaillissent généralement de nuages d'orage. C'est pourquoi on enseigne aux pilotes à ne pas traverser de telles zones s'ils y repèrent des éclairs.
Elle est de bonne taille et j'aimerais ne pas la traverser, mais plutôt la contourner. Si vous ne voulez pas passer par Blue Ridge, suivez le radial 010. Radial 010. Le commandant Connors n'était pas du genre à prendre des risques inconsidérés. Il avait la réputation d'être prudent. Je suis content qu'on n'ait pas passé à travers. Il est difficile d'accuser l'équipage. Leur travail consiste à éviter les orages. Mais il y a certainement des alertes météo pour des orages tous les jours à Dallas en été. Lesquels éviter? C'est un problème très compliqué. Plus tôt pendant le vol, Ed Connors avait contourné des zones de mauvais temps. Les enquêteurs ne peuvent donc que conclure qu'il a sous-estimé l'orage qu'il attendait à l'entrée de la 17 gauche. Lorsque vous êtes en phase d'atterrissage à un aéroport comme celui de Dallas, d'Atlanta ou de Chicago, et que vous voyez d'autres avions devant vous se poser sans difficulté, vous avez tendance à vous dire que même s'il y a un orage, vous allez passer à travers rapidement et que ça ne posera aucun problème. Les aéroports comme DFW disposent de systèmes sophistiqués pour fournir aux pilotes des bulletins météorologiques. Un orage en début de piste est le genre de menace qu'ils sont chargés d'identifier. Mais cet orage mortel a déjoué tous les systèmes. Lorsque le vol 191 approche de l'aéroport, le temps change à toute vitesse. Appel à tous les avions, il pleut légèrement au nord de l'aéroport. Ed Connors a bien entendu la première partie de ce message, juste avant de changer de fréquence radio pour recevoir ses instructions en vue de l'atterrissage. Malheureusement, il n'a pas capté la seconde partie. Il y a un peu d'orage en finale. Une observation avait été faite 2 minutes seulement avant l'accident, signalant qu'il y avait un mur d'eau en seuil de piste. Selon moi, ce renseignement aurait été très important pour l'équipage. Les données radar du jour de l'accident indiquent que la cellule orageuse que Connors et Price ont traversée s'est constituée en quelques minutes seulement. Ça, c'est 2 minutes avant l'accident. Les données montrent l'apparition d'une cellule orageuse au pied de la piste 17 gauche. Ça, c'est 3 minutes après l'accident. Il y a une nouvelle cellule en seuil de piste qui n'était pas évidente sur l'image précédente. C'est ce qui explique pourquoi Rufus Lewis a réussi à poser son Learjet. La micro-rafale commençait seulement à se former lorsqu'il a fait son approche finale. Beaucoup de gens pensent qu'il y a eu un phénomène vertical énorme, que les pilotes l'ont vu et qu'ils ont décidé de traverser quand même. Je maintiens que ça n'était pas le cas et je pense que les indices le démontrent. Les pilotes n'ont pas vu la formation de cette nouvelle cellule et ils se sont engagés dans l'orage en dessous d'elle. Il pleuvait beaucoup, mais ça ne les inquiétait pas. Puis, ça a été le coup de marteau. Et là, c'était trop tard. Elle est petite, elle fait la longueur d'une piste à peu près, et elle ne dure pas longtemps. Elle peut se former si vite qu'elle provoque beaucoup d'accidents, car personne ne sait qu'elle est là. L'orage arrive sur la piste 17 gauche sans prévenir. Mais une fois là, il attire l'attention. Au sol, des pilotes et des observateurs météo voient l'orage s'aggraver. Mais ils le repèrent trop tard pour prévenir l'équipage du vol Delta 191. L'orage apparaît sur l'écran radar du contrôle aérien de Dallas-Fort Worth. Mais au moment de l'accident, le météorologiste de service est à la cafétéria pour sa pause déjeuner. Si l'équipage avait été au courant de l'apparition d'un phénomène aussi violent, il aurait annulé son approche. Les enquêteurs concluent que l'accident a été provoqué par la décision des pilotes de continuer leur approche à travers l'orage. Décision qui a été prise puisque personne ne les avait avertis des risques qu'ils encouraient. En 1985, les aéroports disposaient de systèmes permettant de détecter les vents dangereux, mais ils n'étaient pas fiables pour les micro-rafales. Des systèmes d'alerte de cisaillement de vent à basse altitude observaient les différences de vent sur l'aéroport.
Malheureusement, ces appareils étaient si éloignés les uns des autres qu'une micro-rafale pouvait se former entre deux et échapper à toute détection ou à une détection assez précoce pour qu'on puisse avertir les pilotes. Pourtant, un système de détection des micro-rafales avait été mis au point. Il était en cours d'essai à Denver et il fonctionnait parfaitement. Nous avons découvert que le radar à effet Doppler au sol est terriblement efficace pour détecter les micro-rafales. Il les repère dans 98% des cas. Les radars conventionnels utilisent des ondes radio pour mesurer les précipitations d'un orage. Le Doppler envoie également des ondes radio, mais en mesurant la fréquence des ondes en retour. Il peut en plus calculer les mouvements de vent à l'intérieur d'un orage. Dans un radar à effet Doppler, une partie des ondes s'éloigne de l'appareil et une autre partie revient. Si cette dernière est petite, c'est qu'il s'agit forcément d'une micro-rafale. Ça ne peut rien être d'autre. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon une signature non ambiguë de micro-rafale. En clair, on l'a repérée. Comme le radar à effet Doppler repère la micro-rafale, les contrôleurs peuvent l'utiliser pour avertir les équipages de l'apparition du phénomène. Les essais menés à Denver ont conduit à l'installation d'un système important dans les aéroports, le radar météorologique Doppler de région terminale. Lorsque ce système repère des conditions dangereuses, il adresse un signal d'alerte aux contrôleurs aériens qui peuvent à leur tour prévenir les pilotes. Vol 236, alerte de micro-rafale. Après l'accident du vol Delta Airlines 191, la FAA, l'autorité américaine de l'aviation civile, a fait accélérer l'installation de radars météorologiques Doppler dans les aéroports à risque. Celui de Dallas-Fort Worth a été un des premiers à en être équipé. Le dôme contenant ce radar fait désormais partie du paysage habituel de tous les grands aéroports du monde. Mais les radars au sol ne préviennent pas les pilotes assez rapidement. Il y a un défaut avec les installations au sol dans la mesure où il faut un certain temps pour transmettre une alerte aux équipages. L'appareil détecte le phénomène au sol, avertit le contrôle aérien qui avertit vocalement les pilotes. Tout ça prend 10, 15, voire 20 secondes qui peuvent avoir une importance capitale. Il fallait donc installer des systèmes embarqués de détection des micro-rafales. Une équipe de la NASA a travaillé à leur mise au point en volant à travers les micro-rafales les plus dangereuses qu'elle pouvait trouver. En risquant leur vie, ces gens vont en sauver des milliers d'autres. Le vol Delta Airlines 191 n'est qu'un drame de plus à ajouter à une longue liste d'accidents imputables à une micro-rafale. Depuis 1964, ce phénomène en a provoqué 26 et il a tué plus de 500 personnes. Le public est inquiet et les hommes politiques exigent des réponses. Le tueur doit être arrêté. Le nombre de décès augmentait et cet accident précis a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le gouvernement fédéral. L'accident de Delta Airlines 191 montre que quelques secondes peuvent faire la différence en cas de micro-rafale. Tu vas tout perdre d'un coup. Ça y est. Augmenter le délai d'alerte peut sauver des vies, surtout si un détecteur de micro-rafale est installé à bord des avions. Si on peut prévenir un avion 10, 15 ou 20 secondes plus tôt, les pilotes peuvent remettre les gaz, reprendre de la vitesse, de l'altitude et de l'énergie. Ainsi, au moment où ils arrivent à la micro-rafale, ils peuvent s'en sortir. Les experts doivent trouver un appareil susceptible de fournir à tous les pilotes ces 20 secondes si précieuses. Pour le mettre au point, ils se lancent dans un programme de recherche sans précédent. Ils vont piloter un 737 au cœur des pires micro-rafales qu'ils pourront trouver. Nous avons analysé très précisément les risques auxquels nous serions exposés. Même si au départ nous avons dit « Quoi? Vous voulez qu'on traverse une micro-rafale ?» À l'été 1991, la NASA modifie un Boeing 737 et part à la chasse aux micro-rafales.
L'objectif est de mettre au point un appareil permettant d'avertir les pilotes de la présence de ces phénomènes sur leur chemin. La solution embarquée transmet les renseignements dans le poste de pilotage. Les pilotes savent aussitôt ce qu'il y a devant eux et quand l'alerte est donnée, ils ne perdent pas de temps. Les scientifiques de la NASA testent 3 systèmes différents. Un radar à effet Doppler modifié logé dans le nez de l'appareil. Un radar laser placé sous la soute avant. Et un appareil infrarouge monté sur le côté qui mesure les changements de pression atmosphérique. Chacun d'eux est relié à des rangées d'ordinateurs installés en cabine. Un observateur au sol repère sans difficulté les micro-rafales et dirige l'avion dans leur direction. Contrôle, ici 515, nous décollons. Bien reçu, RMTO NASA. Distance? Distance 45 000, vitesse au sol 240. C'est parti, droit devant. Appuyez à gauche de 10 à 15 degrés. Quand on repérait une micro-rafale, c'était service-service. Comment s'en approcher, avoir la bonne altitude, la bonne vitesse air, la bonne position. Quand commencer à rassembler les données. C'était passionnant. On voulait les trouver et les traverser. À chaque micro-rafale, les 3 systèmes embarqués sont testés. À bord, les scientifiques voient instantanément lequel est le plus performant. Derrière le poste de pilotage, il y avait des rangées d'équipements devant lesquels étaient assis les ingénieurs du radar, du laser et des enregistreurs, pour s'assurer que chaque appareil fonctionnait comme prévu. Vitesse au sol 230. Droit devant. 1 degré à gauche. Traversons-la. C'est parti. Droit devant. Nous avons commencé par des micro-rafales très faibles. Le radar au sol nous disait vers quoi nous nous dirigions, donc on choisissait les plus faibles pour se faire la main, puis on a choisi des phénomènes de plus en plus puissants. On voyait la pluie tomber, on sentait qu'on chutait, un peu comme dans un ascenseur qui descend. L'appréhension que l'équipage ressentait au début, avant de traverser les micro-rafales, a été remplacée par la joie de les trouver. Le centre de l'objectif arrive. Maintenant. Vitesse sol 242. Chute du vent. Attention au vent arrière. Compris. Perte d'altitude. Le vent passe de l'arrière, 10 nœuds. Un bon courant rabattant au milieu. Et on a perdu 100 pieds en un rien de temps. Les performances ont chuté aussi. On était à 850 et on est passé à 750. C'est super. Les scientifiques traversent des dizaines de micro-rafales. Ce programme permet de prouver que le radar à effet Doppler monté dans le nez est le seul système qui donne invariablement des alertes avancées en cas de micro-rafale. Nous avons vu que les radars à effet Doppler pouvaient découvrir une gamme très large de micro-rafales. Il y a eu un éclair. Si l'équipage du vol 191 avait disposé d'un système de détection de ce genre, il aurait pu remettre les gaz et gagner de l'altitude. Ça aurait peut-être permis d'avoir la hauteur et la vitesse dont Price et Connors ont manqué lors de la traversée de l'orage. Les essais en vol de la NASA ont permis de dompter la menace des micro-rafales. À l'issue de ces expériences, la FAA certifie un système Doppler d'alerte avancée. Aujourd'hui, les radars Doppler à vision frontale font partie de l'équipement standard des avions dans le monde entier. La bonne nouvelle qu'on peut tirer de cette tragédie, c'est qu'il s'est passé tellement de choses. On a travaillé sur des radars, des systèmes au sol ou embarqués, et surtout sur la formation des pilotes, que nous pensons que les accidents liés aux micro-rafales font partie du passé. S'il y a un accident dont on peut dire aujourd'hui qu'il a rendu les choses plus sûres, parce qu'il nous a appris quelque chose, c'est bien celui de Delta 191. Les changements apportés après cet accident ont sauvé d'innombrables vies. Le commandant Connors et l'OPL Price ont perdu leur combat contre ce phénomène naturel qu'est la micro-rafale, mais ils ont permis de démasquer
et de neutraliser ce tueur invisible.